Et si l'extrême droite avait raison? Les frontières de l'Europe envahies par des hordes de migrants maghrébins. L'Espagne, pays de gauchistes, wokistes, insupportable d'hommes soja, incapable de tenir ses frontières, faisant littéralement une faille dans notre merveilleuse civilisation. Est-ce que l'extrême droite avait raison? Est-ce que vous avez vu les images de Ceuta qui est une ville espagnole mais qui est qui est sur le territoire du Maroc concrètement? Est-ce que vous avez vu ces images terribles? Face à eux repliés sur la colline, des centaines de candidats à l'exil. Entre les deux, les stigmates d'une nuit d'affrontements et de tentatives désespérées pour rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta. Ça fait très peur. Toute la nuit, des files ininterrompues d'hommes, de femmes et d'enfants se jettent à la mer. Au total, 18 d'entre eux vont mourir noyés. D'autres préfèrent rebrousser chemin. On nous a dit de prendre la route de la mer. Je me suis alors retrouvé complètement submergé. J'ai tout fait et j'ai vu 2 jeunes hommes mourir sous mes yeux. Alors j'ai reculé. Je me suis souvenu que j'avais 2 enfants et que je ne pouvais pas risquer ma vie. Depuis plusieurs jours, il serait 49 000, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur espagnol, à avoir réussi à passer la digue frontalière qui sépare le Maroc de Ceuta. Toute la journée d'hier, des grappes... Bon alors évidemment ça va de soi hein, que si là vous avez peur, vous êtes un peu des gros... Genre là si vous voyez ces images là et que le premier sentiment qui vous vient malgré mon introduction c'est de la peur, c'est très grave. Normalement c'est des images qui devraient vous toucher principalement et vous devriez vous dire que c'est des gens qui méritent pas ce qui leur arrive et que c'est un peu un drame humanitaire. Humaines abordent ce bout d'Europe à la nage. Certains tombent en prière en accostant. Pour d'autres, la traversée a été fatale. Les réseaux sociaux annonçaient que les Marocains ne pouvaient plus être refoulés. Alors ils se sont tous jetés à l'eau. Honnêtement, ça me brise le cœur de voir tant de gens souffrir. Et qui sait combien se sont noyés en chemin. Pour ceux arrivés vivants, des cris de joie. Des centaines de groupes se disséminent dans l'enclave. La population de Ceuta aurait doublé en quelques jours, selon le journal El País, qui rapporte des affrontements. Sur cette vidéo amateur, 2 migrants avec des sacs plastiques verts semblent poursuivis et frappés par des habitants. Un chaos migratoire doublé d'une crise politique européenne. En Italie, Giorgia Meloni demande l'exclusion de l'Espagne de l'espace Schengen. Spoiler, c'est complètement stupide, Ceuta n'est pas dans l'espace Schengen. Rejointe désormais par la Finlande. Une réaction démagogique. Ouais, les elfes des neiges, hein, comme d'hab. Proteste l'Espagne. Pedro Sanchez annonce le déploiement de 200 nouveaux agents de police. Le Premier ministre espagnol vient d'arriver à Ceuta. Sacrée histoire. Et effectivement, comme vous avez pu du coup le constater avec mon introduction, ça rentre parfaitement dans un tas de narratifs de l'extrême droite qui du coup s'en est donné à cœur joie et qui, voyant des jeunes mourir dans des situations déplorables, s'est dit qu'il fallait surtout faire de la répression sur eux, envoyer plus de flics pour pouvoir mieux les contrôler. Et on s'est donc retrouvé dans cette situation qui est une crise humanitaire. Mais alors, pourquoi ? On va se poser quand même quelques questions, parce que si de prime abord, on peut avoir le sentiment que ce que vous venez de voir et ce que vous venez d'entendre rentre parfaitement dans le narratif de l'extrême droite concernant une vague migratoire, encore une fois, d'une population maghrébine qui viendrait du coup en Europe pour faire je ne sais quoi. Là, je m'arrête là, hein, parce que sinon, ce que disent généralement les droitards derrière, c'est quand même assez grave. Donc on va déjà commencer par se poser quelques questions d'un point de vue du contexte historique, tout le monde, parce que je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi je connaissais pas la ville de Ceuta avant cet événement. Et donc il y a une première question qui me semble un petit peu important à répondre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une ville espagnole au Maroc ? Déjà dans un premier temps, avant même de se poser la question de comment ça se fait qu'il y a cet événement-là qui est arrivé, déjà ça vous dit qu'on fasse un petit bilan peut-être historique, une petite contextualisation de qu'est-ce qui s'est passé là-bas, avant de dire trop de conneries, si ça vous va, tout le monde. Déjà dans un premier temps, où est-ce que c'est Ceuta ? C'est une ville du coup qui se trouve sur une espèce de petite péninsule tout au nord du Maroc et donc très proche de l'Espagne. C'est une ville qui se trouve juste ici, si vous ne l'aviez pas, à deux pas du détroit de Gibraltar. Retenez cette information, elle est importante.
C'est une ville qui a connu, je dirais, dans son histoire, énormément de dominations qui sont successives, qui sont passées par ici. C'est-à-dire que la ville, elle a été déjà phénicienne, romaine, byzantine et musulmane. Mais nous, l'histoire qui va commencer à nous intéresser par rapport à qui est dans cette ville, commence à partir de 1415 avec une conquête militaire portugaise. À ce moment-là, donc il y a quand même un sacré bout de temps, le Portugal commence tout doucement à avoir des ambitions, pas encore tout à fait coloniales, parce qu'on est sur une période qui date d'avant la colonisation, mais qui est un geste qui est quand même précurseur d'une phase impérialiste de la part du Portugal. Du coup, la ville, à partir de 1415, devient portugaise. Vers 1580, on a un truc qui s'appelle l'Alliance ibérique. L'Alliance ibérique, je connais pas bien cet événement dans l'histoire, mais concrètement, c'est un moment donné où l'Espagne et le Portugal ont fusionné pour tenter de devenir un espèce de big royaume et se sont séparés quelques dizaines d'années plus tard, au moment du traité de Lisbonne, si j'ai bien compris. Et donc, la séparation se fait en 1668. La ville devient donc espagnole, et elle devient espagnole bien avant la colonisation africaine telle qu'on l'a connue plus tard. Mais vous allez voir qu'il y a quand même une sacrée histoire coloniale. Ce qui va commencer à changer du coup pour cette ville-là, parce que genre, par exemple, pour vous donner un point de comparaison, on peut pas comparer la ville de Ceuta telle qu'elle a existé politiquement aux yeux de l'Espagne à, par exemple, au hasard, genre l'Algérie française, qui elle pour le coup est une colonie beaucoup plus tardive, qui date d'une autre époque, qui est sous-tendue par des logiques qui sont complètement différentes. On est sur une conquête impérialiste à la base. Mais à partir du 19e siècle, les choses deviennent beaucoup plus ambiguës, puisque l'Espagne devient justement un véritable empire colonial. À partir de 1912 d'ailleurs, l'Espagne récupère un gros bout de Maroc sous un protectorat. Une grosse partie du nord du pays, le reste du pays étant plus ou moins français. Ça dure quand même un bon 40-50 ans. Et durant ce moment-là, durant le moment où il y a la colonisation du Maroc par l'Espagne, Ceuta et du coup l'autre ville, Melilla, parce qu'en fait il y a deux villes qui sont dans la même situation que Ceuta, maintiennent quand même malgré tout un statut un peu particulier. Le Maroc devient indépendant en 1956 et l'Espagne restitue du coup le protectorat à l'État marocain. Mais les villes, par contre, donc de Ceuta et Melilla, elles vont rester sous le contrôle des Espagnols. À ce moment-là, on a le Maroc qui du coup va considérer que le processus de décolonisation est incomplet et on commence à avoir les prémices du coup du conflit moderne par rapport à la souveraineté de ce territoire. C'est-à-dire que le territoire, dans la façon dont il est contesté, tel qu'il est contesté aujourd'hui, concrètement, ça va plutôt être un truc qui va commencer à dater de cette période-là. Au Maroc, c'est pas le seul conflit qui est en lien avec des histoires de décolonisation. Pareil, ça c'est un sujet que j'ai pas encore suffisamment creusé pour vraiment vous en faire un sujet complet, mais vous l'avez sûrement déjà entendu à plusieurs reprises, il y a une grosse histoire autour du Sahara occidental. Cette fois-ci, la situation est un peu inverse, on va dire, dans le sens où il y a du coup toute une partie du Maroc, dans lequel il y a le Sahara occidental, qui cherche à avoir du coup une forme d'indépendance et d'être reconnu en tant qu'une forme, avoir à minima une forme de reconnaissance autonome, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui provoque du coup un tas de conflits. J'en parle pas en détail, mais gardez quand même en tête que ce conflit existe parce qu'il va être important aussi pour comprendre la situation qui s'est passée à Ceuta. Donc gardez en tête qu'il y a des territoires qui sont du coup des territoires a priori au Maroc, qui sont contestés par des groupes locaux qui parfois sont soutenus aussi par l'Occident pour des raisons impérialistes. Donc c'est des situations qui sont quand même pas mal ambiguës en règle générale. Le groupe principal qui est présent au Sahara occidental s'appelle le Front Polisario et donc revendique une indépendance sahraoui. Donc on se retrouve dans une situation dans laquelle au Sahara occidental, le Maroc est la puissance impériale. Donc une situation qui est beaucoup plus ambiguë
que plein d'autres situations coloniales qu'on a déjà vues avant sur cette chaîne, une situation un peu particulière. Et il y a une petite histoire quand même sur laquelle on va revenir un peu plus en détail. Voilà, là, on a fait un espèce de grand retour sur l'histoire des villes depuis plusieurs siècles, mais je vous propose de s'arrêter quand même vraiment au XXe siècle pour un petit peu décortiquer ce qui s'est passé plus précisément. Déjà, là, je vous ai parlé surtout des pays, des empires, des puissances qui dominaient la ville et qui imposaient du coup les formes étatiques qu'on pouvait retrouver sur place. Mais je pense que c'est important pour comprendre la situation de se poser aussi la question du point de vue des habitants de Ceuta, genre à quoi est-ce que ça pouvait bien ressembler la ville. Parce que, d'accord, on peut expliquer que l'histoire, elle est un peu différente de ailleurs et que c'est pas tout à fait une colonisation de la même façon. Il n'empêche que avant les années 80, à Ceuta, il y avait très littéralement des formes de ségrégation raciale. Les populations musulmanes et les populations non musulmanes n'étaient pas traitées pareil. Les populations musulmanes avaient beaucoup moins de droits civiques, ils étaient même quasiment pas considérés comme étant des citoyens, et il a fallu avoir une lutte du coup durant toutes les années 80 au sein de ces villes-là pour permettre du coup d'obtenir, en tout cas sur le papier, en termes de droits, la citoyenneté espagnole à proprement parler. Ça a été réglé du coup dans les années 80, il y a eu une période de régularisation massive de ces populations-là, mais il ne faut pas non plus rester complètement aveugle au fait que cet ancien découpage-là, aujourd'hui, a encore énormément d'importance d'un point de vue des inégalités sociales. Et aujourd'hui encore, les populations musulmanes sont toujours les populations dans les quartiers les plus précaires, les populations les plus pauvres au sein de cette ville, et donc on observe toujours des dominations coloniales sur place qui sont quand même vraiment pas à négliger. À partir de 1986, on a un autre switch dans la considération, on va dire, internationale vis-à-vis de Ceuta. Parce qu'en 1986, ce qui se passe, c'est qu'en gros, l'Espagne, elle va rentrer dans la communauté européenne. Vous savez, tous les trucs autour de la zone euro, l'Union européenne, l'espace Schengen, etc., etc., etc. Eh ben, en réalité, certes, l'Espagne rejoint l'espace Schengen, mais pas ces villes qui ont des statuts particuliers. Donc, l'espace Schengen, si vous ne voyez pas ce que c'est concrètement, c'est ce qui nous permet de circuler librement entre plein de pays en Europe sans avoir à sortir notre passeport. C'est la libre circulation au sein des pays de l'Europe. Et donc, on pourrait se dire que vu que Ceuta est espagnol et que Ceuta est sur ce territoire-là, et bah, du coup, il pourrait y avoir une libre circulation, ce qui n'est pas le cas. C'est une exception territoriale qui existe de par justement la position géographique de la ville. Ça continue d'évoluer. En 1995, la ville prend un nouveau statut, un statut autonome. Donc, on a toujours, comme je vous le disais encore à ce moment-là, dans les faits, des formes des restes de la ségrégation raciale qui vont évoluer, non pas, enfin comment dire, qui vont progressivement en fait glisser d'une discrimination au sein des habitants de Ceuta à une discrimination de Ceuta et des villes extérieures. Parce que progressivement, de fait, vu que c'est quand même un territoire européen qui est au contact direct de l'Afrique, ça devient, aux yeux du monde, une des deux seules frontières terrestres entre l'Europe et l'Afrique. Donc ça prend une espèce d'importance. D'autant plus que, avec les expansions commerciales, post-coloniales et même précoloniales, enfin tout ce que de toute façon, quoi qu'il arrive, tout au long de l'histoire, en fait, le détroit de Gibraltar est un endroit particulièrement important. Donc je pense que vous pouvez comprendre en quoi, stratégiquement parlant, il y a aussi pas mal d'enjeux autour du fait d'avoir des villes de ce côté-là et des villes de ce côté-là, que ce soit d'un point de vue contrôle militaire ou d'un point de vue du contrôle commercial. À partir de là, progressivement, la ville, du coup, va devenir un genre de forteresse. Étant donné que ça angoisse tous les Blancs d'avoir, du coup, cette frontière terrestre à cet endroit-là, il va y avoir de plus en plus de murs qui vont être construits et de plus en plus de répression qui va être construite. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose de particulièrement important pour l'histoire qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est que certes, Ceuta est un territoire, du coup, européen, qui, a priori, est connecté d'un point de vue terrestre au Maroc, mais ce n'est ni l'Espagne, ni l'Europe qui contrôlent les frontières de ce territoire. En fait, on a décidé de déléguer, de coopérer avec, du coup, l'État du Maroc pour que ça soit l'État du Maroc qui gère concrètement ces frontières-là. Et là, normalement, le premier truc qui est censé vous sauter aux yeux, c'est que
Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. A priori, le Maroc, il avait des intentions plutôt de vouloir récupérer ces villes. Donc pourquoi coopérer avec les gens avec lesquels c'est censé être en conflit pour récupérer ce territoire ? En fait, c'est pour une raison complètement stratégique. C'est qu'à partir du moment où, du coup, le Maroc contrôle les frontières autour de Ceuta, le Maroc a un moyen de pression sur les pays européens. Et c'est quelque chose qui va être important. Vous allez voir, tout va se connecter bientôt. Notamment, ce fameux outil de pression diplomatique, et rappelez-vous de l'histoire du Sahara occidental, vont être importants pour la première crise migratoire. Parce que si vous l'aviez pas, en vérité, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive à cette échelle-là, en termes de nombre de personnes, mais c'est la deuxième fois que ça arrive. En vérité, il y a déjà eu une crise migratoire à Ceuta en 2021. Un peu de contexte. Normalement, 2021, vous vous en rappelez, il s'est passé quelque chose d'un point de vue mondial. Le Covid-19. Plein de gens tombent malades, notamment le chef du Front Polisario. Front Polisario, qui sont du coup les groupes qui revendiquent l'indépendance du Sahara occidental. Pour des raisons médicales et pour des raisons aussi complètement impérialistes, l'Espagne décide de faire venir sur son territoire, du coup, Brahim Ghali, qui est le chef du Front Polisario, pour le soigner parce qu'il a chopé le Covid, tout simplement. Le Maroc décide de le prendre très très mal, étant donné que c'est leurs ennemis directs pour le contrôle d'un territoire qu'ils considèrent comme étant vraiment à eux. Donc, à partir du 17 et du 18 mai du coup de 2021, il y a une véritable relâche de la part des contrôles frontaliers marocains, et donc on se retrouve à avoir déjà à ce moment-là plusieurs milliers de personnes qui entrent à Ceuta. On mesure à peu près quelque chose comme 8000 personnes qui du coup arrivent d'un coup à Ceuta pour tenter de mettre la pression à l'Espagne. Et c'est là où vous comprenez pourquoi est-ce que je vous ai parlé précédemment du Sahara occidental et pourquoi est-ce que je vous ai expliqué à quoi ça sert pour le Maroc d'avoir accepté la situation où c'est eux qui contrôlent cette frontière ici. C'est précisément pour ce genre de moment. Et donc du coup, on se retrouve dans une situation qui est un peu similaire à celle-ci, puisque 8000 personnes qui arrivent d'un coup dans cette ville, c'est une crise humanitaire. De la même manière, on se retrouve avec du coup de la violence qui augmente, et on se retrouve avec toute une situation à gérer. À ce moment-là, l'Espagne décide de réagir en envoyant directement l'armée, donc en faisant de la big répression pour tenter de compenser justement la relaxation de l'effort qui avait été fait par le Maroc. Et ça a marché. Genre, on pourrait se poser la question du coup de genre, est-ce que vraiment faire ça a eu du sens ? Ça a eu du sens. Puisque après cet événement-là, politiquement, l'Espagne, elle a fini par céder du terrain sur l'histoire du Sahara occidental. Ils ont fini par accepter que le projet marocain était sérieux, crédible, réaliste, et qu'il fallait peut-être commencer à l'envisager. Donc en fait, ce rapport de force-là, qu'a le Maroc avec l'Espagne, il a déjà fait ses preuves en 2021. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? Parce que là, au moment où on enregistre du coup cette capsule, on est le 11 août. Les événements que je vais vous décrire commencent le 30 juillet. Donc c'était il y a moins de 2 semaines. C'était les images que je vous ai montrées du coup au début de cette capsule. Et au début, c'était assez flou. Quand on a commencé à entendre parler de cette information dans un premier temps, c'était pas très clair et il y avait des informations qui tournaient, des chiffres qui n'étaient pas tout à fait les mêmes en fonction de à qui est-ce qu'on demandait. Et surtout, on a appris que malgré les discours très 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 agressifs de la part de l'extrême droite, en vérité, la plupart des gens qui avaient posé le pied à Ceuta étaient déjà repartis au Maroc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, maintenant qu'on a un peu plus de recul sur la situation, c'est a priori, je dis bien a priori, une décision de la Cour suprême espagnole qui, en gros, a mis une limite concernant le renvoi des migrants qui n'auraient pas traversé certaines barrières frontalières. On considère qu'il y a certaines barrières frontalières qui sont plus importantes que d'autres et on a rendu plus compliqué le fait de renvoyer des gens s'ils n'ont pas passé des frontières qui sont des frontières qu'on qualifie de suffisamment importantes. Ce truc-là a fini par gonfler sur les réseaux sociaux et est devenu une rumeur comme quoi on pouvait obtenir des papiers européens dans la ville de Ceuta. Ce truc-là a été, on va dire, a priori, encore une fois, je mets des pincettes par rapport à ça, mais a priori renforcé encore une fois par le gouvernement marocain, qui aurait donc décidé de relâcher les contrôles autour de cette ville-là, permettant du coup à cet immense afflux migratoire
de venir parce que du coup, les chiffres officiels sont vraiment importants. On parle d'une situation où on a entre 40 000 personnes et pour les chiffres du coup marocains et 72 000 personnes pour les chiffres espagnols. 72 000 personnes, ça signifierait quand même que la population de la ville, comme on l'a vu dans l'espèce d'extrait tout à l'heure, aurait quasiment doublé. Dans ces situations-là, c'est pas étonnant qu'on observe des faits de violence. Je le dis tout de suite parce que on va avoir ensuite on va reparler un petit peu du traitement qui est fait de la part de l'extrême droite autour de cette question-là. Et l'extrême droite, elle va vous expliquer que voilà, on a des jeunes gens violents qui arrivent pour saccager les magasins. C'est pas vrai. Simplement une situation dans laquelle on se retrouve avec trop de monde dans un espace trop petit. C'est sociologiquement étudié que c'est un espace de violence. Et donc, il faut pas tomber dans les discours essentialistes qui tournent autour de cette histoire et expliquer que ce seraient donc des populations qui seraient naturellement agressives. Ici, on est matérialiste. Ici, ce qui nous intéresse, c'est quand même la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que les gens se comportent rarement comme des merdes parce que c'est des merdes. Et donc, on va essayer de comprendre un peu plus en détail qu'est-ce qui a mené du coup à ce truc-là. Et pour moi, un élément qui est hyper important à comprendre, c'est ce que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure. Lorsque j'ai parlé du coup du fait que les frontières autour de Ceuta, elles ont été renforcées. Les frontières autour de Ceuta, elles ont été progressivement de plus en plus fortes à partir du moment où, du coup, encore une fois, ça a été géré par le Maroc. Mais ça, c'est encore empiré à partir de la crise du Covid. Déjà parce que les villes qui sont autour, notamment Fnidek, c'est une ville qui vit énormément grâce au commerce avec Ceuta. Les deux villes sont juste ici, si vous pouvez voir sur la carte. En gros, cette ville-là dépend de cette ville-là pour pouvoir survivre. À partir du moment où le Covid arrive, les échanges et le commerce commencent déjà à diminuer. On rentre du coup dans une phase de crise économique où, dans toutes les régions autour de Ceuta, ça pue la merde. Concrètement, ça commence à être vraiment très très compliqué d'un point économiquement parlant. À Ceuta aussi, c'est compliqué, mais ça l'est moins de par le statut particulier de la ville. À partir de 2021, on a la fameuse crise dont je vous ai parlé par rapport au Sahara occidental, ce qui va encore diminuer les possibilités d'échanges commerciaux avec les villes aux alentours. Et donc, on va se retrouver dans une situation qui est évidemment une situation tendue, où on part d'une ville dans laquelle il y avait déjà des disparités sociales qui étaient fortes entre les anciennes populations musulmanes et les populations non musulmanes, mais qui va se doubler d'une nouvelle disparité de plus en plus forte entre la ville et ses alentours. C'est-à-dire que c'est pas simplement des Marocains, si vous voulez, qui ont franchi cette frontière. C'est des Marocains qui ont été appauvris par déjà 5 ou 6 ans de crise économique tout autour de cette région-là, qui ont encore plus précarisé la situation et qui ont encore plus créé cette envie, ce besoin, ce désir, qui est un désir qui est matériellement compréhensible, de vouloir traverser cette frontière, de potentiellement récupérer une citoyenneté européenne ou à minima une citoyenneté au sein de Ceuta, pour sortir de cette situation de précarité économique. Pour les jeunes qui ont vécu en dehors de Ceuta et qui ont du coup traversé cette frontière-là, eux, ils sortent de 5 ans de crise ultra vénère. Donc vous pouvez comprendre à ce moment-là pourquoi est-ce que, quand il y a une rumeur qui se répand sur les réseaux sociaux, qu'il y a moyen de passer cette frontière-là pour pouvoir obtenir non pas le niveau de vie spécifiquement directement des Européens en Espagne, mais déjà le niveau de vie des habitants de Ceuta, les gens, ils ont commencé à vouloir y aller. Et l'endroit où du coup on a vu la plupart de ces images, et l'endroit où du coup la plupart des gens sont morts, c'est à ce niveau-là. Il y a eu au total plus d'une centaine de morts. C'est donc une crise humanitaire qui est quand même hyper grave. Et on a appris que quelques jours plus tard, donc 5 jours plus tard, à partir du 4 août, l'Espagne avait annoncé qu'il y avait déjà 70 000 personnes qui étaient reparties au Maroc et qu'il restait à peu près 1 millier de jeunes qui n'étaient pas accompagnés, de mineurs qui n'étaient pas accompagnés, qui sont pris en charge dans ces structures-là. Quand on fait bouger 70 000 personnes en 5 jours, vous attendez pas à un traitement de ces personnes qui est humain. On est sur quelque chose d'industriel. Ce qui s'est passé, c'est que l'armée espagnole a débarqué et a viré les gens de force. Et ceux qui étaient dans un statut qui était vraiment trop précaire, ils les ont rebalancés du coup dans les structures locales, les structures de prise en charge. Mais vous inquiétez pas, ces structures, leur objectif final, c'est pas de les garder à Ceuta, à ces jeunes. Ça reste de les renvoyer au Maroc. Donc, non seulement... d'ailleurs, ça, au passage, j'ai vu des gens, notamment psychodéliques, ce gros con, se foutre de la gueule des gens qui étaient morts parce que, voilà,
c'est pas très compliqué de nager de là à là. Petit cours de physique, du coup, parce que en vérité, ce genre de mur, c'est pas la première fois que je vois ça. Moi, j'ai notamment déjà observé des images au niveau de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et du coup, il s'avère que je me suis déjà j'ai déjà été rendu un peu curieuse par cette histoire de pourquoi est-ce que c'est des zones qui sont particulièrement dangereuses. Mais en fait, tout bêtement, pour des raisons physiques, ici, là, dans cette zone-là, qui n'est pas du tout quelque chose de naturel d'avoir ce genre de choses, il y a des courants marins de fils de plus. Imaginez du coup la scène où il y a des milliers de personnes qui s'entassent pour tenter de passer là. Rajoutez-y des turbulences de ma boule et vous avez évidemment des gens qui meurent. C'est évident. Et donc du coup, là, normalement, maintenant qu'on a toutes ces informations-là, en fait, on peut comprendre un peu toute la situation. On se retrouve avec des dizaines de milliers de jeunes qui viennent de survivre à un truc horrible, où il y a des centaines de gens qui sont morts. Ils arrivent sur un territoire où ils sont immédiatement rejetés par les autorités locales, parce qu'en fait, c'était une espèce de rumeur qui traînait sur les réseaux sociaux. Et il y a les habitants de la ville qui, du coup, ont eux-mêmes déjà une conscience où, il y a une hiérarchisation qui se fait entre eux et ces gens-là, qui voient arriver ces dizaines de populations-là et qui, du coup, ont une réaction raciste. Objectivement raciste, on peut le dire. Tu vois, les habitants de Ceuta, ils ont une réaction particulièrement border. Mais en même temps, cette situation, elle n'est pas non plus fondamentalement de la faute des habitants de Ceuta. Donc moi, très sincèrement, leur réaction, j'ai pas envie de m'attarder 10 000 ans sur savoir si les gens de Ceuta, les habitants de Ceuta sont des trous de balle ou pas dans cette histoire. En vrai de vrai, je pense que c'est une situation qui juste ferait paniquer n'importe qui. Et c'est un peu logique. C'est quand même pas très surprenant. Et donc du coup, à ce moment-là, on a quand même deux récits qui commencent à se former. Un premier récit, qui est le récit du coup du Maroc, qui explique que c'est juste une situation qui est née uniquement sur les réseaux sociaux, et le récit espagnol, qui met en cause le Maroc directement et qui rend le Maroc au moins partiellement responsable de l'événement. Ce qui est quelque chose qui est pas aujourd'hui complètement prouvé, mais il y a quand même de bonnes chances, tout le monde. Mais voilà, prenez quand même cette information avec des pincettes, parce qu'il y a aussi le narratif de deux pays en fait qui s'affrontent à ce moment-là. Et spoiler alerte, il y en a aucun des deux qui est gentil dans l'histoire. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu donc au traitement politique de l'affaire. Parce que évidemment, un truc comme ça, pain béni pour l'extrême droite, on l'a déjà mentionné, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. L'extrême droite, en Espagne, elle s'appelle Vox, et j'ai oublié d'écrire le nom de la gauche en Espagne, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement du coup espagnol est un gouvernement plutôt de gauche, plutôt social-démocrate, une espèce de truc hybride entre le PS et la France Insoumise. Et là, j'ai plus le nom. Alors non, c'est pas directement Podemos qui est au pouvoir, c'est le PSOE, mais qui sont du coup des alliés de Podemos. Mais ce qui va nous intéresser dans un premier temps, du coup, ça va être le traitement par l'extrême droite. Le traitement par l'extrême droite. Parce que du coup, les premiers à avoir récupéré ce récit et à avoir parlé en tout premier d'invasion migratoire, c'est les gens de chez Vox. C'est l'extrême droite espagnole. Et il faut surtout pas tomber dans ce narratif de l'invasion migratoire. Parce que du coup, Vox a instantanément parlé d'un acte de guerre promu par le Maroc et toléré par le gouvernement Sanchez. Et tout est un peu important là-dedans. Parce que donc, on observe dans ce narratif de l'invasion qu'il y a un glissement où on tente de faire passer des populations qui sont des populations civiles, a fortiori des populations précaires, pour plus tout à fait des civils. Parce qu'une invasion, généralement, c'est quand même fait par des militaires. Donc il y a vraiment cet objectif de transformer le narratif pour faire des migrants qui sont passés par Ceuta autre chose que de simples citoyens. C'est un discours aussi dans lequel ça parle d'un acte de guerre. Sauf qu'il n'y a pas de guerre entre l'Espagne et le Maroc. Donc, ce qui est sous-entendu, c'est qu'on parle ici de guerre de civilisation. Et c'est un point qui va pas mal m'intéresser. Parce qu'en fait, justement, moi, un des trucs qui m'a vraiment fait me passionner par cette histoire, et notamment par toute l'histoire aussi coloniale de la ville, c'est que c'est plutôt un exemple qui vient contredire les logiques civilisationnelles classiques. Parce que, si vous le saviez pas, mais la séparation du monde entre l'Europe et l'Afrique, c'est déjà un truc colonial, en vérité.
on a commencé à penser le monde en tant que l'Europe et l'Afrique hyper tard dans l'histoire. C'est-à-dire que pendant un temps, on ne pensait pas, on ne réfléchissait pas les continents de cette façon-là. Et la séparation qu'on a faite, fixo, on va dire, entre l'Espagne et l'Afrique, c'est une séparation pour dire que c'est nous les Blancs, quoi, concrètement. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est vraiment le moment où on a décidé que il y avait nous, les Européens, les Blancs, les elfes des neiges, et il y avait les autres, les populations beaucoup plus barbares, les populations du coup du sud, desquelles on se sépare, parce que en fait, il faut qu'on puisse justifier qu'on les rend esclaves, entre autres, et qu'on les exploite, et que du coup, on hiérarchise les populations. Sauf que c'est pas vrai. Genre, si tu regardes concrètement l'histoire de l'Europe, c'est une histoire qui est pas une histoire européenne. C'est une histoire méditerranéenne. Et ça a été le cas pendant très 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 longtemps. Et donc, si on se concentre un petit peu du coup sur justement le fameux bassin méditerranéen, en fait, la fameuse séparation entre nous et les Africains, elle est pas si claire. C'est un truc dont j'ai déjà parlé pas mal de fois, mais on est beaucoup plus proche des Algériens aujourd'hui que des Ukrainiens, d'un point de vue histoire. Pourtant, comme on s'est fait cette séparation entre l'Europe et l'Afrique, on le comprend beaucoup moins bien aujourd'hui qu'à une certaine époque. Et justement, la situation de Ceuta, c'est précisément une situation qui montre que ce fameux narratif de la civilisation occidentale, la civilisation européenne contre la civilisation africaine, elle n'est pas vraie, quoi. Parce qu'il y a des hybrides qui existent depuis très longtemps. Il y a des zones qui correspondent pas à ce schéma-là, qui correspondent pas à ce schéma entre les deux. Et Ceuta en fait précisément partie. Ceuta en fait précisément partie. Et du coup, tout ce narratif de guerre civilisationnelle, c'est oublier à quel point, en vérité, c'est des populations dont on est proche. Je veux dire, on va prendre un peu de recul. Mais si je recule suffisamment la map, là, le point qui est sur Ceuta, on dirait quasiment qu'il est en Espagne. Hein. Je veux dire, certes, c'est un territoire qui est frontalier au Maroc, et du coup, on pourrait penser que logiquement, du coup, ça devrait complètement à 100% être un territoire marocain. Mais la vérité, c'est que c'est quand même pas très loin de l'Espagne non plus, quoi. Je veux dire, c'est juste à côté. Et c'est des populations qui, certes, ont produit du coup des effets de ségrégation vis-à-vis des populations musulmanes sur place, mais on n'est pas sur un cas qui serait à mettre en parallèle, comme par exemple avec ce qu'on connaît nous en France avec la Kanaki. Aujourd'hui en France, en Kanaki, les populations blanches et les populations locales ne se sont jamais mélangées. Alors que les populations à Ceuta, ça va quand même faire 6 à 7 siècles que elles sont présentes et qu'aujourd'hui, le caractère ethnique, on va dire, de la région est beaucoup plus ambigu que ce que veut bien nous faire croire Six Seven. Nous veut nous faire croire le discours de l'extrême droite espagnole. Mais enfin bon, je dis le discours de l'extrême droite espagnole. Mais en fait, d'ailleurs, l'extrême droite espagnole, au passage, quand je vous disais que tout est important, c'est que du coup, eux, ils parlent du coup. Donc, on revient sur la déclaration du coup de Vox. Eux, ils parlent du coup d'un acte de guerre. Donc, on a défini que c'était la guerre de civilisation, a priori, qui serait donc promue par le Maroc et tolérée par le gouvernement Sanchez. Parce que du coup, dans tout le narratif de l'extrême droite, narratif qui a aussi été repris par du coup les Français, il y aurait cette idée que ce serait le gouvernement de gauche qui serait responsable de cette situation. Que le gouvernement du coup de gauche espagnol serait trop laxiste. Parce qu'on est comme ça, nous les gauchistes, on adore les migrants, c'est bien connu. Ce serait donc un gouvernement pro-migrant qui aurait accepté que... Bon, vous comprenez, normalement, si vous avez suivi depuis plus de 10 minutes ce que je raconte, à quel point c'est stupide. C'est pas l'Espagne qui contrôle les frontières à Ceuta. Donc de dire que c'est la faute au gouvernement Sanchez, alors que l'Espagne n'a pas la souveraineté d'un point de vue de la gestion des frontières en temps normal sur Ceuta, c'est purement du mensonge. Et c'est là qu'on voit que, comme d'hab, l'extrême droite construit tout son narratif sur 2 mensonges principaux, à savoir l'idée que du coup Ceuta serait dans l'espace Schengen, ce qui est typiquement le genre de rumeur qui a provoqué la crise qui s'est produite en plus, au passage, pour vous dire à quel point ils sont cons. Et le deuxième truc, je me suis perdu, pardon. Le deuxième truc, c'est ce que je vous disais. C'est autour de cette histoire de comme quoi, du coup, le gouvernement de gauche serait un gouvernement pro-migrant qui aurait laissé passer ça. Alors que c'est pas eux qui contrôlent la région et qu'à la minute où la crise, elle a commencé, ils ont envoyé l'armée pour pouvoir déporter 70 000 personnes. De qualifier
la gauche espagnole de gouvernement pro-migrants, c'est quand même un peu singesque, si je puis me permettre. C'est un peu une grosse dinguerie. Non seulement parce que c'est pas eux qui contrôlent les frontières, mais en plus parce qu'à la minute où il a fallu envoyer les Stormtroopers pour aller gérer la situation, ils l'ont fait direct. Pedro Sanchez, le mec qui dirige le gouvernement espagnol, a commencé à tout de suite parler de cette affaire comme un immense facho, tout le monde. Genre, c'est pour ça que je dis que ce serait un peu abusé de parler simplement du narratif de droite qui aurait été le seul narratif raciste et qui aurait été le seul narratif à, en vérité, nourrir ce narratif de la guerre civile. C'est pas vrai. La gauche espagnole a aussi nourri ce narratif-là. Parce qu'en fait, le discours dans les actions, déjà, ils ont fait de la répression. Ils ont fait de la big répression frontalière. Ils y sont vraiment pas allés de main morte. Il y a eu un déploiement genre policier et militaire quasiment unique. Il n'y avait jamais eu ça dans cette ville-là avant. Donc bon, ils ont quand même genre bien resserré la vis. Ensuite, le seul narratif du coup de la part de ce gouvernement espagnol, gouvernement soi-disant pro-migrants, ce que tu veux, c'est de diaboliser le Maroc. Donc certes, le Maroc a fini par potentiellement jouer un rôle dans cette histoire, mais eux, la manière qu'ils en ont de s'en sortir du coup dans la gauche espagnole, c'est surtout de diaboliser le gouvernement marocain. Ce qui, en fait, contredit pas tant les positions de l'extrême droite. Donc là, on voit comment est-ce qu'avec une gauche pas assez solide, en fait, qui est pas capable de créer un vrai narratif anti-impérialiste autour de ce genre de situation, on finit en fait par donner littéralement du gaz à un narratif. Parce que même si le narratif dit « vous êtes complice avec cet État », si vous vous dites « non, on n'est pas complice, mais cet État, c'est quand même un État super méchant », bah au final, tu nourris quand même le narratif. Et bah, ça donne des billes à l'extrême droite. Ça donne littéralement des billes à l'extrême droite. Et au final, personne finit par avoir un discours un peu correct. Il y a Podemos qui dit quand même 2-3 trucs pas inintéressants. Podemos, il rajoute simplement à ce discours qu'au lieu d'envoyer les flics, on devrait envoyer une mission humanitaire. Ce qui est quand même le minimum. Il dénonce aussi du coup les récupérations racistes et les discours racistes autour de cette histoire. Et surtout, il dénonce l'externalisation des frontières. Et Podemos, c'est un peu l'équivalent de LFI, on va dire, en Espagne, mais c'est plus compliqué que ça en vérité. Et donc, on va essayer nous d'aller un peu plus loin que ça, si ça vous va aujourd'hui. Parce que du coup, vous voyez qu'en fait, en vérité, le traitement par la droite et par la gauche, dans les deux cas, surtout en Espagne, est plutôt catastrophique. Je veux dire, d'un côté, on a la droite qui dit que tout le monde est horrible, que c'est la guerre des civilisations, que le gouvernement espagnol est en fait, c'est quasiment un argument complotiste. Comploterait avec le gouvernement marocain pour tenter de faire venir des migrants parce qu'ils adorent les migrants, un truc du style, je crois. Et de l'autre côté, la gauche qui du coup, pour ne pas mettre le doigt sur ses propres contradictions et sa propre violence, est obligée de pointer du doigt le gouvernement d'en face et donc d'également nourrir ce truc-là. Mais nous, on va essayer de revenir un petit peu sur ce truc-là. Déjà, on va essayer de sortir d'une analyse qui est purement une analyse souveraine, une analyse étatique, une analyse qui serait du coup soit l'analyse de l'Espagne ou soit l'analyse du Maroc. On va essayer de prendre un peu plus de hauteur par rapport à ça. Et pour faire ça, pour sortir des simples discours gouvernementaux, des simples discours nationalistes, la meilleure chose quand on est marxiste, c'est de s'intéresser au rapport économique, tout simplement. Donc, moi je vous ai déjà un petit peu du coup parlé de la sociologie des habitants. Mais genre, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas le gouvernement espagnol, ni le gouvernement marocain. Et en vérité, c'est ça le cœur du sujet. C'est ça qui devrait nous intéresser particulièrement. C'est comment est-ce que, économiquement parlant, on en arrive à une situation de tension qui a provoqué du coup cette crise. Et tout ça, du coup, je vous l'ai déjà expliqué. Si je vous remets la carte, tout simplement, tous les alentours de cet endroit-là, comme dans plein de zones frontalières, dépendent économiquement de cette zone-là. Et donc, du coup, plus cette zone-là est refermée sur elle-même, plus, économiquement parlant, les rapports se dégradent tout autour. Et donc, plus il y a une tension pour vouloir passer cette frontière. Tension qui, du coup, est exploitée par un gouvernement marocain qui, en fait, lui, a un objectif dans cette histoire qu'il ne faut pas oublier. C'est le Sahara occidental. C'est-à-dire que on va se retrouver, du coup, avec deux narratifs qui sont tous les deux plutôt faux et surtout hypocrites. Je veux dire, d'un côté, on va avoir l'Espagne qui va dire que tout est de la faute du Maroc, alors qu'en vérité, la situation économique de Ceuta, ils en sont aussi quand même pas mal responsables.
c'est quand même leur territoire. Et de l'autre côté, on va avoir le Maroc qui va présenter l'histoire comme étant un pur acte de décolonisation. Alors qu'en vérité, ils s'en servent surtout comme levier diplomatique pour tenter de faire céder les gouvernements occidentaux par rapport à des saloperies qu'ils essayent eux-mêmes de faire à un autre endroit sur leur territoire. Donc, ce serait à la fois violent pour les gens qui sont sur place et en même temps assez mal amené de simplement prendre un de ces deux narratifs et de tomber dans simplement un de ces deux narratifs. La situation, encore une fois, elle est beaucoup plus ambiguë et beaucoup plus compliquée. Déjà parce que l'Espagne, c'est certes un pays blanc, un pays du Nord, mais ça reste un pays, on va dire, dans la métropole, mais qui reste dans la périphérie de la métropole. Alors que le Maroc, c'est un peu l'inverse. C'est un pays du Sud, c'est un pays du début de la périphérie. Et donc, encore une fois, situation particulièrement ambiguë. Parce qu'on ne peut pas non plus qualifier la zone de Ceuta de pure exploitation coloniale. Dans le sens où, bah justement, si on se réfère au rapport économique, en vérité, l'Espagne a pas d'intérêt économique surpuissant à Ceuta. Eux, ils ont surtout une histoire avec la ville, encore une fois, qui s'étale sur genre 6 siècles. Et ils ont surtout un intérêt un peu particulier, qui est que si jamais l'Espagne cède, du coup, cette ville-là, il y a plein d'autres endroits où on va leur poser la même question et où ils vont devoir céder. Donc en fait, il y a une espèce de cohésion des restes de l'Empire espagnol qui fait que même si c'est pas une zone d'exploitation économique particulière, pour des raisons diplomatiques, l'Espagne est obligée de garder la main aussi sur Ceuta. Quand bien même c'est plein de problèmes, quand bien même ça leur donne, ça donne au Maroc du coup un levier diplomatique assez puissant sur eux. C'est pas non plus une situation qui est 100% gagnante côté espagnol. C'est plus compliqué que ça. Donc le Maroc contrôle la frontière, il instrumentalise la situation pour ses propres intérêts impérialistes. Et donc du coup, le problème, c'est que dans l'histoire, le gouvernement marocain en a pas grand-chose à faire des Marocains qui ont tenté de passer la frontière. On l'a vu, ils ont même plus ou moins encouragé le truc à arriver. Et l'Espagne non plus. Donc en fait, au final, à quoi ils servent ces migrants? Pourquoi ils sont là? À quel intérêt ils servent? Ils deviennent une ressource. À ce moment-là, les migrants deviennent une ressource, littéralement. Ça devient une monnaie d'échange. Nous, on n'en veut pas, et donc du coup, ils s'en servent pour nous mettre la pression. Et en même temps, on peut pas non plus tomber dans un narratif inverse et cringe et dire que ça fait 6 siècles que Ceuta est espagnol et que donc ça n'a strictement rien à voir avec de la colonisation. C'est aussi débile de dire ça. Je veux dire, littéralement, le Maroc a été une colonie espagnole. Pendant un temps, tout le territoire autour de Ceuta était aussi espagnol en fait. Tout était devenu espagnol. Et ça a aussi laissé des disparités sociales puissantes dans la ville. Donc de juste expliquer que en fait, c'est une situation qui n'a strictement rien à voir avec la colonisation et que du coup, on ne devrait pas en parler d'un point de vue anti-impérialiste, c'est aussi complètement faux. C'est pour ça que je vous ai dit, la situation, elle m'a vraiment passionné. C'est un cas qui est hyper ambigu. Et du coup, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé par rapport à cette crise et pour savoir qu'est-ce qu'on devrait plutôt plébisciter politiquement, on est obligé de s'intéresser donc à quoi aujourd'hui sert concrètement cette frontière. Et ça, du coup, je vous l'ai déjà pas mal expliqué. Je vous ai expliqué quel intérêt du coup avait l'Espagne et quel intérêt avait le Maroc. Et dans les deux cas, ce que vous pouvez remarquer, c'est que c'est absolument pas dans l'intérêt ni des populations locales qui ont tenté de franchir la frontière, ni des habitants de Ceuta. Et c'est un des principaux problèmes politiquement que je vais avoir également avec la gauche espagnole en fait par rapport à cette histoire. Et donc, je peux vous expliquer un petit peu, genre politiquement parlant, à mes yeux, comment est-ce qu'on devrait genre analyser cette situation et qu'est-ce qu'on devrait plutôt plébisciter dans le camp anti-impérialiste. Après, encore une fois, c'est une situation que je connais pas depuis une éternité et peut-être que je me plante, donc je suis vraiment ouverte à la critique par rapport à ça. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous trouvez que je suis juste d'élu ou ce genre de truc, parce que ça m'intéresse pour de vrai. Je suis loin d'être une meuf hyper prescriptive sur ces sujets-là. Simplement, je trouve la situation vraiment, très sincèrement, ambiguë et intéressante. On est sur une situation genre coloniale hyper particulière. On est sur un pays qui, sous couvert d'anticolonialisme, en fait, utilise le truc pour son propre impérialisme. C'est vraiment une situation dans laquelle tu peux pas simplement genre prendre un camp comme un autre camp, tu vois. Et donc, moi, à mon avis, ce qu'il faudrait faire dans une situation comme celle-ci,
c'est que avant, parce que du coup, en fait, la question qui est posée au centre par les forces politiques en jeu, la question qui est posée au centre autant par l'Espagne que par le Maroc, c'est la question de la souveraineté de Ceuta. Est-ce que Ceuta, c'est marocain ou est-ce que Ceuta, c'est espagnol? Et moi, en fait, ce que je pense, c'est que de simplement, adopter ce point de vue-là, que de simplement, on va dire, se contenter de ces deux... Merde, pardon, je me suis perdu. Oui, de simplement utiliser le prisme de la souveraineté, c'est faire une erreur. Parce qu'en fait, se poser simplement la question de est-ce que Ceuta est espagnol ou est-ce que Ceuta est marocaine, ça invisibilise justement tous les rapports économiques dont j'ai parlé précédemment, ça invisibilise les problématiques réelles des habitants, et c'est pas du tout le genre de truc qui va nous permettre d'avancer par rapport à ce qui devrait être du coup l'objectif initial de la pensée décoloniale, de la pensée anticoloniale, à savoir l'autodétermination d'une population locale. Parce que on est dans une situation aussi où, si on regarde les rapports économiques concrets et qu'on se contente d'être un peu bête, un peu trotskiste coded, faut pas non plus tomber dans le discours de l'autodétermination un peu bébête et de simplement dire, en fait, on devrait organiser un grand référendum. On devrait organiser un grand référendum et simplement décider, à partir de là, si les gens de Ceuta, ils veulent rester espagnols ou est-ce qu'ils veulent devenir marocains. C'est complètement... Parce que, aujourd'hui, vis-à-vis des rapports économiques de la ville, ils vont évidemment choisir de rester espagnols. Parce que c'est leur statut particulier, c'est leur statut en tant qu'espagnol sur un territoire frontalier au Maroc, qui leur donne des avantages par rapport aux villes qu'il y a autour. C'est un statut auquel les habitants vont forcément tenir. Donc si là, aujourd'hui, on tente de résoudre la question de la souveraineté, et si tout de suite maintenant on organise un référendum, t'as 95% de chances que les gens choisissent massivement de rester espagnols, ou qu'il y ait des... du contrôle politique pour faire en sorte que le Maroc reprenne le pouvoir. Au final, tu vas pas tomber dans une situation qui fait beaucoup de sens. Tu vas tomber dans une situation qui, au mieux, perpétue les rapports coloniaux de domination. Parce que, très sincèrement, vis-à-vis de comment aujourd'hui se constitue l'État marocain, je suis quasi sûr que si Ceuta devenait d'un coup marocaine, les dissensions économiques locales qui sont issues de la période coloniale vont pas disparaître. Le Maroc va juste passer des accords avec les élites locales et la domination va rester strictement telle qu'elle. Donc a priori, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de la disparité économique, qu'on va résoudre le problème de cette situation. Donc pour moi, le truc central qui doit être fait à Ceuta, c'est d'abord de réparer les rapports coloniaux à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire que j'ai déjà parlé des disparités sociales qu'il y avait au sein de la ville qui étaient liées du coup à la ségrégation par rapport aux populations musulmanes. Ben ça, en fait, il y a encore des traces aujourd'hui. C'est un des premiers trucs sur lesquels la gauche, aujourd'hui, devrait centrer son discours. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, le premier truc dont on parle, c'est pas les conditions matérielles d'existence concrètes des gens sur place et c'est pas les tensions et contradictions locales. Je veux dire... Du coup, certes, maintenant, aujourd'hui, sur le papier, il y a une reconnaissance de droit, mais il reste ces disparités économiques, mais surtout, il reste aussi une non-reconnaissance de l'histoire musulmane de la ville. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on est dans une situation où il y a un effacement culturel de toute une partie de l'histoire de la ville, qui a quand même pendant super longtemps été une ville musulmane, qui est quelque chose d'invisibilisé. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, si jamais tu veux vraiment... parler de décolonisation, t'es obligé de te pencher sur ça. T'es obligé de te pencher sur qu'est-ce que la colonisation a fait économiquement sur ce territoire-là et qu'est-ce qui devrait être fait pour que on aille dans l'autre sens. Donc ça, c'est à l'intérieur du territoire de Ceuta. Et ensuite, il faut aussi tenter de décoloniser la frontière, effectivement. Et ça passe pas non plus par simplement des questions de pure souveraineté nationaliste. Ça passe avant tout, encore une fois, par des situations économiques. Je vous l'ai expliqué, la situation de tension qu'il y a entre Ceuta et Fnidek, elle a été construite, nourrie par des années de renforcement des règles, par des années et des années où progressivement les possibilités de faire du commerce, elles ont été diminuées et du coup les habitants de Ceuta ont commencé à vraiment être hiérarchisés par rapport aux autres populations. Et ben, si vraiment tu veux que ce genre de drame humanitaire n'arrive pas, a priori, ta volonté, c'est que cette tension économique-là disparaisse. Parce que sans la tension économique qui fait qu'il y a plein de jeunes qui ont tenté de passer cette frontière, il n'y aurait pas
genre 72 000 personnes qui auraient tenté de passer cette frontière. Ça me paraît logique en fait. Genre, il suffit juste encore une fois de vraiment revenir à la racine du problème. La racine du problème, c'est pas que Ceuta soit espagnole ou c'est pas que Ceuta soit marocaine. C'est une situation économique avant tout en fait. Et raciste au passage. Parce que, encore une fois, les problématiques d'islamophobie qui sont au sein de Ceuta, c'est vraiment quelque chose d'historique et d'important, qui a eu une importance particulière dans les années 80. Et c'est seulement quand on commence à bosser sur ces sujets-là qu'on peut commencer à réfléchir ces questions d'autodétermination, ces questions d'autonomisation. Et à ce moment-là, déjà de base, moi je suis plutôt pour défendre que la ville de Ceuta, elle ait une autonomie politique déjà assez forte malgré tout, mais surtout parce que l'autonomie politique de Ceuta, pour moi, c'est la seule chose qui leur permettrait de mettre en place ce genre de politique. Parce qu'on l'a vu précédemment, ni le Maroc, ni l'Espagne n'a intérêt à résoudre cette tension sociale-là, a priori. Donc, si on laisse simplement la ville être contrôlée par l'un ou par l'autre, c'est une situation qui ne pourra pas être résolue. Donc pour moi, ça se fait à 3 niveaux, concrètement. Il faut que la ville ait suffisamment d'autonomie politique pour pouvoir permettre de travailler réellement sur les disparités coloniales qui existent encore au sein de ses frontières, puis vers l'extérieur de ses frontières, avec du coup les voisins marocains, et simplement ne pas limiter le concept d'autodétermination à la souveraineté de ce peuple-là, concrètement. Il faut faire un rééquilibrage du rapport de force colonial si on veut être vraiment anti-impérialiste et pas simplement idéaliste. Non, il faut être assez solide sur ces appuis-là. C'est pas parce que tu dis je refuse de simplement rentrer dans le narratif marocain ou dans le narratif espagnol que tu es forcément dans un idéalisme débile en disant qu'en fait il faudrait faire la liste des classes sur place, etc. et tout. Faut le faire de façon concrète. Faut faire la proposition de manière concrète. Faut pas simplement se dire mais en fait il faudrait organiser un référendum de détermination. Non, pas tant que l'équilibre économique profite encore à ce point aux populations non musulmanes. C'est pas possible. Donc moi c'est un peu ça ma take concrètement sur cette histoire. Et c'est quand même un poil plus complet, je trouve, que les fameux discours à base de c'est les réseaux sociaux, parce que c'est des jeunes violents, je sais pas quoi, d'invasion migratoire, machin. Non, en fait, quand tu t'intéresses à l'histoire concrètement du truc, tu comprends déjà que c'est complètement débile de dire que c'est la faute à l'Espagne, complètement, sachant que c'est le Maroc qui contrôle cette frontière-là. C'est complètement débile de venir casser les couilles à l'Espagne sur l'espace Schengen, alors que Ceuta n'est pas dans l'espace Schengen. Mais c'est aussi complètement débile de tenir les takes de la gauche espagnole, en disant qu'en fait tout est la faute au Maroc, que le Maroc c'est une pure instrumentalisation par rapport au Sahara occidental. C'est pas vrai non plus. C'est entre autres une instrumentalisation par rapport au Sahara occidental, mais il faut pas non plus négliger les rapports coloniaux sur place, qui sont des rapports qui a priori bénéficient plutôt à l'Espagne. Encore une fois, l'enjeu central dans une situation comme celle-là, où il y a un rapport de force qui est certes a priori plutôt en faveur de l'Espagne, mais dans lequel il y a quand même des choses importantes du Maroc vis-à-vis de l'Espagne, ça peut pas être simplement une lecture simpliste. C'est pas possible en fait. On peut pas, en tant que personne sérieuse, à gauche, en ayant une analyse qui se veut matérialiste, se contenter de ce genre de choses. D'autant plus que se contenter du coup de se poser la question de la souveraineté, c'est reprendre un discours nationaliste. Et là, je tiens à faire un petit tunnel quand même par rapport à ça, parce que c'est vrai que on entend souvent, et à très juste titre, que le nationalisme, en fonction des situations, et notamment dans des situations coloniales, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est assez juste. Par exemple, à l'époque de l'indépendance algérienne par rapport à la colonisation française, c'est logique de vouloir avoir une pensée nationaliste, dans le sens où justement, t'es pas une nation. À ce moment-là, t'es une colonie. Donc, t'as envie de te constituer en nation pour pouvoir être considéré au même niveau que les autres pays. Donc, de là va venir une pensée nationaliste, qui est une pensée qui est tout à fait légitime, et qui n'est pas une pensée qui est fondamentalement une pensée de droitard horrible, fasciste, réactionnaire. C'est quelque chose qu'on a déjà aussi observé, par exemple, au Burkina Faso, ou dans plein d'histoires dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Donc c'est pas une histoire... c'est comment dire ? Faut pas strictement, en particulier quand on parle d'histoires qui sont des histoires anticoloniales, simplement condamner bêtement le nationalisme. Et en même temps,
c'est là où du coup faut pas être bête non plus, faut pas non plus dire que du coup, dès que c'est du nationalisme et dès que c'est en Afrique, c'est fine et c'est ok. Genre, le nationalisme algérien, après l'indépendance de l'Algérie, c'est devenu une gangrène pour le pays. Ça a été un énorme problème et ça a provoqué des violences, genre, ultra fortes. Et le nationalisme marocain, c'est pas non plus un nationalisme aujourd'hui qui est un nationalisme purement décolonial, progressiste ou je sais pas quoi. Faut pas non plus tomber dans ce discours-là. Genre, faut pas être fétichiste et simplement partir du principe que c'est un pays dit du Sud contre un pays dit du Nord, alors qu'on est vraiment pile sur la zone nuance grise dans laquelle c'est pas aussi clair justement cette frontière qui est un reste justement de la définition de ce qu'est l'Europe, comme je disais avant. C'est plus complexe que ça. On va simplement dire que voilà, le discours de nationaliste est cohérent au Maroc parce que c'est un discours décolonial. C'est pas le cas. C'est pas vrai. C'est un discours genre qui est beaucoup plus proche d'un discours en vérité qui commence à ressembler pas mal à de l'impérialisme. De la même manière, exactement, qu'on avait déjà parlé du nationalisme turc qui s'est attaqué aux Kurdes. Et de la même manière qu'on a déjà parlé à plein de moments de comment, en fait, ce nationalisme révolutionnaire qui est parfois bien légitime peut muter et se transformer en un nationalisme réactionnaire qui mène vers des tragédies, hein, qui sont parfois littéralement des... parce que du coup, avec ce sentiment nationaliste, souvent vient le concept d'identité nationale. Et à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. L'identité nationale, si vous voulez, elle peut être simplement un peu comme genre en Centrafrique, où ça se veut être un lieu de connexion entre plein d'ethnies, ou parfois ça peut être un critère ethnique. Et tu pars du principe que la nation, c'est avant tout la nation d'une ethnie. Et c'est comme ça qu'on en vient à avoir des dérives nationalistes qui mènent à des génocides. Parce que du coup, bah, il faut faire disparaître l'ethnie minoritaire. Et c'est des situations qu'on observe dans énormément de situations coloniales / post-coloniales aujourd'hui. C'est des choses qui sont à prendre en compte. Et c'est pour ça que j'ai autant insisté dans cette histoire sur les rapports économiques et hiérarchiques. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de comprendre que cette histoire, elle ne peut pas être résolue tant que, au sein de Ceuta, il y ait des disparités économiques puissantes entre les populations musulmanes et les populations non musulmanes, et qu'en plus, donc une première hiérarchie, et qu'en plus de ça, il y a une seconde hiérarchie qui vient de se construire entre les habitants de Ceuta et les Marocains qui habitent autour. Parce qu'en fait, ces distinctions-là, qui sont des distinctions qui aujourd'hui en plus ont pris racine dans des logiques ethniques, parce que voilà, l'Occident attaqué par les populations africaines, etc., on voit bien comment ça peut mener littéralement à des pensées d'extrême droite. Et alors, c'est dommage parce que je l'ai perdu alors que je l'avais mis de côté, mais notamment, bah, on a observé des choses genre vraiment choquantes, à savoir des militants de l'extrême droite espagnole qui sont venus sur place pour faire des big salut nazis. Donc c'est pas une situation à prendre à la légère. Voilà pour moi les raisons qu'on menait du coup à la crise migratoire de Ceuta. Et voilà pour moi, genre politiquement parlant, le seul angle que j'ai réussi à trouver pour tenter de résoudre le problème à proprement parler. En tout cas, voilà, ça c'est la conclusion moi de mes réflexions perso sur le sujet. Et je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et oui, je crois que de mémoire, le Maroc soutient de mémoire. Donc pareil, en termes de qualifier le Maroc d'état de front anti-impérialiste et décolonial, c'est un peu abusé. Genre, c'est même carrément du fétichisme, à mon sens. Donc voilà, pas tomber dans un discours fétichiste bizarre qui en vérité, genre, encore une fois, nourrit simplement un état impérialiste et a priori colonialiste, quoi. Et voilà tout, c'est un peu ça ma conclusion. C'est que se contenter de s'arrêter 5 minutes et de plier une conclusion sans s'intéresser un petit peu au minimum à l'histoire du truc me semble être quand même genre Mario Kartesque très très fort. En même temps, c'est une monarchie, le Maroc, le peuple est pas du tout libre. Attention à ce genre de take quand même. Sur le fond, je suis assez d'accord, mais dans les démocraties libérales occidentales, moi, je me sens pas non plus spécialement libre, à titre personnel. Et c'est des choses qui sont à nuancer, tu vois, mais faut faire gaffe à pas non plus du coup tomber, pareil, dans un discours civilisateur, dans lequel tu te contentes de dire que est la seule démocratie
etc., etc., etc. Et de simplement, pareil, avoir un simple discours sur la structure politique entre démocratie, pas démocratie, c'est pareil, c'est invisibiliser une énorme partie du problème. Le problème de Ceuta, c'est pas que le Maroc est une monarchie. Le problème de Ceuta, c'est que le Maroc a des intérêts au Sahara occidental et que on peut exploiter la situation de tension économique pour avoir un rapport de force avec l'Espagne. C'est tout. Donc voilà, éviter les takes simplistes, dogmatiques, un peu débiles, qui consistent à dire la même chose sur tous les sujets, genre il faudrait que le prolétariat, machin, s'allie avec nanana, etc., etc. Soyons un peu matérialistes, et si on est vraiment pour une décolonisation concrète de cet endroit-là, au lieu d'en faire une simple posture morale, posez-vous la question, genre, de concrètement, politiquement, de par aussi ces points de vue-là économiques, on devrait faire pour résoudre cette situation-là. Ça me semble être le seul angle vraiment correct. Et voilà, moi je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Gros bisous YouTube. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. À plus.